Merci beaucoup, monsieur les participants. Je pense qu'on va, après la cérémonie protocolaire, on va entrer dans le vif du sujet. La session 1 sera introduite par monsieur Tobias. Ça porte sur la diplomatie de l'eau. Monsieur Tobias, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Avant que je passe la parole à Dr Barry, qui va faire le sommaire des résultats du 9e Forum mondial de l'eau, et après à M. Saltam Brahimzada, qui va vous présenter le sommaire des résultats de la conférence de Dushanbe, je veux juste vous présenter une petite histoire de la diplomatie de l'eau pour que vous êtes au courant de ce qui est passé les dernières décennies au niveau de la diplomatie en eau au niveau mondial. Donc, Julien, la prochaine. Alors, juste pour dire d'abord que l'eau est souvent une cause de conflit, à cause de sa pénurie et la compétition pour accès à l'eau, mais ça peut également être un vecteur de paix et de coopération et de la sécurité. Et les enjeux de la hydrodiplomatie, c'est justement de rassembler autour de la table toutes les parties prenantes qui ont des attentes par rapport à la partage de l'eau. Julien, tu peux mettre le deuxième diapo. Ouais, voilà. Oui, merci. Non, c'est bon. Avant, ouais, merci. Donc, juste pour vous souligner le fait que l'hydrodiplomatie, c'est l'effort de rassembler autour de la table tous les acteurs clés à la gestion d'une ressource partagée. Et ça pourra se faire à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, au niveau international, dont on va parler aujourd'hui, mais également au niveau des bassins transfrontaliers partagés entre les pays. Mais on peut aussi penser des parties prenantes qui partagent l'eau au niveau national. Donc, ça veut dire le partenariat national de l'eau dans un pays, ça peut être Sénégal ou Pays-Bas, ou bien au niveau des bassins versants nationaux. Ça veut dire la gestion intégrée des ressources eau. Donc, il y a plusieurs niveaux de hydrodiplomatie qu'on pourra suivre. Prochaine fiche. Donc, il faut juste d'abord souligner toute la complexité de l'eau que les intervenants avant moi ont souligné déjà. L'eau est un capital naturel. C'est un moyen de production. C'est un moyen de production de biens dans la société. Et il y a des services écologiques que l'eau nous rend. L'eau est donc remplie d'une vaste gamme de fonctions. Ça peut être dans le milieu physique, ça veut dire la régulation de la température, de notre climat, le modélage de nos paysages et aussi le transport des nutriments qui vont alimenter la terre et faire qu'on peut produire notre nourriture. L'eau est essentielle pour la biosphère, c'est essentiel pour toute la vie, les plantes, les animaux. Il y a une interaction entre l'eau avec
de toute la cycle de l'eau avec le cycle du charbon et le cycle de l'azote. Donc, ça veut dire que l'eau est impliquée dans la vie soi-même. En même temps, l'eau est aussi très importante pour la société. C'est un bien essentiel pour la santé, pour l'hygiène, pour la consommation personnelle, pour les loisirs et aussi pour la religion et la culture. Au niveau de l'économie, il y a une importance de l'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'exploitation minière, pour l'énergie, pour le tourisme. Donc, bref, il y a une vaste gamme d'utilisation d'eau et tout ça souligne la complexité de la gestion intégrée de l'eau. Alors, je veux vous partager une petite histoire de la diplomatie en eau. J'aimerais bien commencer avec la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972. C'était un rendez-vous très important, une conférence qui est à l'origine de la loi environnementale de plusieurs pays. Beaucoup de pays ont inspiré leurs lois environnementaux sur la conférence et les principes de la conférence de Stockholm dans cette année. C'est le premier moment où on a pensé de gérer de l'eau, pas juste au niveau du ministère, mais de transmettre la gestion d'eau à une institution qui est un organisme de bassin. Donc, ça veut dire que la gestion de l'institut se fait au niveau d'une structure écologique et environnementale, ce qui est un bassin versant. À Stockholm, on a aussi mentionné le partage de l'information sur l'infrastructure qui est construite dans un bassin versant et aussi le partage d'informations sur la pollution. Donc là, déjà, il y avait des normes internationales sur la gestion de l'eau qui vient de la conférence de Stockholm. En 1978, on avait la conférence des Nations Unies, la première de l'eau de Mar del Plata. Et notre conférence qu'on va avoir en 2023 serait la première conférence internationale au niveau des Nations Unies depuis la conférence de Mar del Plata. Alors, à Mar del Plata, qu'est-ce qu'on a décidé? Il y a plein de choses qui sont décidées, mais c'était l'origine des décennies internationales sur l'eau et l'assainissement, où chaque décennie, tous les pays du monde ont partagé leurs données par rapport à accès à eau et assainissement et ont fait des efforts collectifs pour augmenter le taux de population qui a accès à eau et assainissement. Et depuis 1978 déjà, on a donc des données par rapport à l'accès à eau au niveau mondial et accès à assainissement au niveau mondial. C'est l'origine des normes sur les données, donc dans la gestion de l'eau. Après, il y a la conférence de Dublin en 1992, qui est l'origine de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est bien décrit dans cette conférence. C'est l'origine des normes sur l'eau, dont beaucoup de pays ont inspiré leurs lois en eau sur les principes de Dublin. C'est l'origine du concept de subsidiarité, que l'eau doit être gérée au niveau le plus bas possible pour être en contact avec les parties prenantes au niveau qui est très important pour eux-mêmes. Et c'est aussi malheureusement une origine d'une controverse entre la gestion publique versus la gestion privée de l'eau. Prochaine, Julien. Alors, la conférence de Dublin était la conférence préparative sur l'eau pour la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio en 1992. Et chapitre 18 du agenda 21 de UNCED en Rio contient des normes sur la qualité et l'approvisionnement en eau douce
et aussi la source des lois nationales, comme je l'ai dit, de la gestion intégrée des ressources en eau. Beaucoup de pays ont inspiré leurs lois nationaux dans l'eau sur chapitre 18 de l'agenda 21. Après, il y avait la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau en 1992, qui est l'origine de beaucoup de normes internationales sur l'eau au niveau transfrontalier. Et là, c'est d'où on tire le concept d'utilisation équitable et raisonnable entre les pays, le partage de pays d'utilisation d'eau équitable et raisonnable entre les pays d'un bassin transfrontalier. Aussi, l'obligation de ne pas causer de dommages pour les autres pays par rapport à la pollution ou bien la construction des barrages qui peuvent prévenir les autres pays d'avoir accès à suffisamment d'eau. Dans la même année, on a eu une convention sur la protection et utilisation des cours d'eau, une ICI de 1992, qui était dans la première instance une convention européenne, mais qui a ouvert dès 2013 à l'accession des autres pays. Et il se trouve maintenant qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de s'engager à accéder à la Convention européenne. Et le dernier a été annoncé par le Nigeria il y a juste 2 semaines. Ils ont annoncé leur feuille de route pour accéder à cette convention. En fait, l'UNESC c'est un peu plus fort que l'autre convention et ça tient entre autres l'obligation des États riverains de conclure des accords très concrets par rapport à la partage d'eau entre eux. La prochaine. Est-ce qu'il y en a? Je voulais juste souligner que depuis 1997, on a des forums mondiaux de l'eau, qui est le plus grand événement mondial de l'eau et qui est en fait un forum participatif et multi-acteurs qui existe, qui apparaît chaque 3 ans. Donc nous avons eu le 9e déjà à Dakar en mars de cette année. Et là, c'est le centre de discussion sur la gouvernance et la prise de décision mondiale sur l'eau qui revient chaque 3 années dans le monde. Prochaine personne. Après, en 2002, il y avait le comité des droits économiques, sociaux et culturels à Genève qui a constaté que le droit d'accès à l'eau, c'est en fait un droit humain. C'est une décision très importante parce que ça veut dire que le droit à l'eau, c'est lié à le droit à la vie. Le droit à l'eau est lié à le droit à la santé. Et ces décisions ont fait que l'eau n'est pas juste un droit national, mais c'est que ça monte au niveau constitutionnel. Ça veut dire qu'à un beaucoup plus haut niveau légal que juste une loi de l'eau. Après 8 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies a aussi reconnu le droit humain à l'eau, ce qui était juste une confirmation au niveau politique du droit à l'eau qui a été déjà constaté au niveau légal par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et en 2015, comme vous le savez déjà, les Nations Unies, l'Assemblée générale a annoncé l'agenda 2030 et là-dedans, il y a des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps pour les objectifs, les 17 objectifs qui est
en termes d'eau, un grand élargissement et ambitieux des engagements par rapport à l'eau douce. Ça veut dire que ce sont des engagements pas seulement à accès à l'eau et assainissement, mais aussi au niveau de la pollution en eau, du traitement des eaux usées, de gestion des bassins et de la protection de l'environnement. Prochaine. Tout cela nous amène où on est aujourd'hui. On vient juste de conclure le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar en 2022 et Dr Barry va en présenter les résultats. Et après ça, on a eu la 2e conférence à haut niveau sur l'eau et le développement durable à Dushanbe, qui va être présentée par notre collègue Sultan Ramzona. Et en mars 2023, j'espère vous pouvoir rencontrer à New York pour couvrir la conférence de l'eau sur l'eau à l'ONU à New York. Et j'aimerais bien passer la parole maintenant à Bakar, qui va présenter les résultats du forum 9e de l'eau à Dakar. Merci. Merci Julien. Je pense que j'ai déjà présenté Dr Boubacar Barry, les hydrauliciens, chercheurs associés à l'IPAR et je pense membre de beaucoup de groupes de recherche. Donc, Dr Barry va revenir sur le 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar au mois de mars. Dr Barry, vous avez la parole. D'accord, merci. Ça va être la première présentation d'une série sur, je pense qu'il y aura 4 présentations après. J'aimerais bien vous présenter les résultats du Forum mondial de l'eau, mais avant ça, j'aurais bien aimé camper la situation. Pourquoi le 9e Forum mondial de l'eau a été organisé à Dakar et comment il a été organisé. Pour rappel, je dirais que le 9e Forum mondial de l'eau, organisé à Dakar du 21 au 26 mars l'année passée, et cette année-ci, aurait dû avoir lieu en 2021, mais du fait de la Covid, de la pandémie, ça a été différé à cette année-ci. Donc, c'est le premier forum de ce nom organisé en Afrique subsaharienne. Parce que le premier forum dans l'histoire des forats a été organisé à Marrakech, au Maroc. Et le Sénégal a pris le relais du Brésil pour organiser au nom de l'Afrique un forum et qui a changé un peu la donne. On peut y aller là? On peut avancer? D'accord. Donc, je vais parler un peu du processus, des résultats des enseignants et donner quelques perspectives. Oui, allez-y. Next. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le forum, nous avons pris le relais du Brésil, qui avait organisé en 2018. Et c'est tous les 3 ans, donc c'était supposé être organisé en 2021 à Dakar. Mais du fait de la pandémie, ça a été différé d'une année. Ou à Dakar, on l'a organisé dans la nouvelle ville de Diamniadio, pour ceux qui ont été. Allez-y. Le forum de Dakar se singularise par sa vision qui est tout à fait nouvelle par rapport à tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. D'abord, nous avons voulu un forum de réponse plus efficace, autant au plan social, politique, économique. Nous avons voulu un forum catalyseur de l'action pour les engagements sur l'eau et l'assainissement. Nous avons aussi voulu un forum contextualisé, global, mais de proximité, qui prendrait compte des problèmes du monde, mais en même temps des problèmes au niveau local. Et essentiellement les questions de l'eau au niveau africain. Vous pouvez y aller. Le forum, il est connecté aux différents agendas du monde. Donc, vous avez l'agenda Afrique de 2063. Vous avez également l'accord de Sendai qui court jusqu'en 2030 sur les catastrophes qui se passent. Vous avez les ODD dont la date butoir, c'est également 2030.
il devait y avoir une revue à mi-parcours des ODD, mais essentiellement ici, c'est l'ODD 6. Mais comme l'eau est transversale à l'ensemble des 17 ODD, donc là, c'était très important pour le forum. Le forum aussi est lié à l'accord de Paris sur le climat, où pour la première fois, on a quand même beaucoup parlé de la question de l'eau dans les changements climatiques et aussi au niveau local, ancré sur le plan Sénégal émergent. Vous pouvez y aller. Donc, on a eu une approche thématique tout à fait nouvelle, hein, qui est articulée autour de 4 priorités. Donc, sur la gauche de la présentation, vous voyez les cadres internationaux et nationaux sur lesquels le forum s'est adossé, vers où les résultats devront tendre. Et au centre, vous avez toute la question politique autour de l'eau par le biais des chefs d'État, par le biais des ministres qui mettent en œuvre les politiques, les élus locaux, les parlementaires et les organismes de bassin. C'est très important parce qu'en fait, pourquoi les organismes de bassin? Tenez-vous bien, en Afrique, 63 bassins sont partagés. Un bassin est dit partagé quand au moins 2 pays se partagent la ressource. Et à partir de ce moment-là, comment utiliser, comment gérer l'eau, c'est là où rentre l'hydrodiplomatie dont parlait tantôt Dr Tobias. Et donc, c'est ça la question qui est très fondamentale et qui est très intéressante pour le Forum mondial de l'eau. Comment le reste du monde pourrait apprendre de l'expérience sénégalaise en matière d'hydrodiplomatie. Comme vous le savez, et je crois que mon ami Nyokhor l'a rappelé tantôt, en 1972, les sécheresses des années 72-73 ont poussé les 4 pays riverains du fleuve du Sénégal à créer ce qu'on appelait l'ORS, l'Organisation des États riverains du Sénégal, qui par la suite, avec le région de la Guinée, a rejoint. C'était une façon, un concept de mutualiser les efforts des différents pays et c'est cité comme exemple, bon, je vous le dis en connaissance de cause pour avoir travaillé dans beaucoup de bassins dans le monde, en Afrique et en Asie, je peux vous dire que c'est un exemple qu'on trouve très rarement ailleurs. Là, c'est du reste pourquoi l'OMS, pendant ce forum, a reçu le prix Hassan II de la coopération sur l'eau. Nous avons également l'OMVG qui fait la même chose. Les États ont donné cette souveraineté à une autorité de bassin, ce qui est extrêmement rare, okay? Et l'autorité de bassin va, au nom des États, faire des crédits, développer des ouvrages ensemble. C'est comme ça que vous avez Malantani, le barrage de Malantani, ou le barrage de Diama à Saint-Louis. Et donc, avec une clé de répartition de l'eau entre les différents pays pour éviter tout conflit. Aujourd'hui, c'est l'exemple qu'on voudrait vendre à l'Afrique et essentiellement à nos amis de l'Afrique de l'Est où vous savez, il y a un problème clair, net, avec le barrage de la Renaissance entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Vous pouvez aller. Donc, mais là, je reviendrai aussi sur les priorités. Pour la première fois, jusqu'à présent, quand on parlait du Forum mondial de l'eau, les gens voyaient juste les structures qui s'occupent de l'eau, de la vente, de la commercialisation de l'eau. Mais nous avons introduit donc pour la première fois 4 priorités. La première priorité était l'accès à l'eau, à l'assainissement pour tous, okay, qui répond à l'ODD 6. La deuxième priorité, c'est l'eau pour le développement rural, c'est-à-dire comment transformer le milieu rural en pôle de développement économique par le biais de l'eau. La troisième étant la coopération, c'est ce que j'ai dit comme en citant l'exemple de l'OMS et de l'OMVG. Et la quatrième priorité était juste ancrée sur la gouvernance de l'eau et les modes de financement des projets de l'eau. Donc, il y a eu toute des étapes clés dans la phase préparatoire. C'est en 2016 donc que le Sénégal, la candidature du Sénégal a été validée et acceptée. Bon, il y a eu une négociation à partir de 2017 sur le MOU. Ensuite, en 2013, il y a eu 2018 la signature et le transfert du flambeau depuis Brasilia à Dakar. Et nous avons mis ensuite les systèmes en place, l'organe de gouvernance du forum à partir de 2019. Allez-y.
Donc, c'est un peu pour représenter par une pirogue céleste. Ceux qui sont passés sur la corniche ont dû voir ce type de pirogue. C'est typiquement les pêcheurs de toute l'Afrique de l'Ouest qui utilisent les côtiers, que ce soit depuis le Cameroun jusqu'ici, parce que voilà, c'est pour l'illustrer. Donc, en 2020, il y a eu la préparation des thèmes du forum, mais la COVID est intervenue et donc a poussé à différer un peu les... Comment on a travaillé? On a travaillé essentiellement, et je pense que la prochaine image va le dire, on a travaillé en virtuel de manière globale pendant la COVID, mais en mobilisant le monde des personnes qui étaient partout. Pour cela, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû créer au niveau du Sénégal ici une plateforme. La plateforme, elle a été appelée plateforme DISO. DISO en langue nationale ici, essentiellement en Wolof, ça veut dire dialogue, c'est-à-dire communication, dialogue. Donc, une plateforme a été créée par des Sénégalais, par une start-up, sénégalaise, pour que les gens, où qu'ils se trouvent dans le monde, puissent discuter, parce qu'on a eu, pour chaque priorité, on a eu 6 groupes d'action. Dans chaque groupe d'action, il y a une bonne dizaine, voire une quinzaine de personnes éparpillées dans le monde. Et donc, il faut que les gens puissent avoir une plateforme où ils dialoguent, ils échangent sur la thématique, quand c'est l'eau, l'eau pour l'assainissement, ou l'eau pour les écoles, ou l'eau pour l'agriculture, que les gens puissent dialoguer avec quelqu'un qui est choisi, qui est un référent, qui essaie de capitaliser tout ça, parce qu'ensuite, les groupes de travail ont produit leur activité, l'ont passé à ce qu'on appelait les groupes pilotes, qui sont les groupes pilotes, c'est les tiers, c'est des responsables scientifiques qui sont dans différents pays également, qui analysent le travail qui a été fait. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle les groupes consultatifs, qui sont revenus pour améliorer. Le groupe consultatif, on l'a ouvert à des personnes qui ne sont pas du domaine de l'eau, mais qui sont plus ou moins liées à la question de l'eau pour voir la pertinence de ce qui a été proposé, si cela pouvait être influé dans le mode de vie des populations généralement africaines et dans le reste du monde. Et c'est ça qui a été fait et c'est ça qui a été vraiment l'élément le plus déterminant, c'est l'existence de cette plateforme même. Donc, il fallait l'adapter, il fallait que nous nous adaptions au processus à la COVID-19. Et je crois savoir que c'était une des choses les plus compliquées, les plus complexes. Mais Dieu merci, nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Allez-y. Donc, en résumé, pendant le forum, l'événement du forum qui a eu lieu dans la semaine du 21 au 26, nous avons eu plus de 8000 participants, ce qui est énorme par rapport aux différents forats qui ont été organisés jusqu'à présent. Je crois que de toutes les organisations, il n'y a que les COP qui drainent beaucoup plus de monde. Mais je crois que ça, c'est l'événement qui a drainé le plus de monde. Et oui, sur ces 8000, les 2 tiers étaient venus de l'extérieur du Sénégal. Ce n'est pas que seulement c'était des Sénégalais, mais il y avait beaucoup plus d'étrangers que de Sénégalais là-dedans. Donc, il y a eu 150 autorités locales et territoriales qui ont participé de par le monde. 92 ministres venant des différents pays du monde, 113 pays ont été représentés, 472 acteurs ont été sponsorisés, 133 exposants ont pu montrer leur savoir-faire dans les questions de l'eau et il y avait plus de 400 journalistes de tous les continents qui étaient également à Dakar, dont Tobias qui était à Dakar et qui a aussi animé pas mal de sessions. On peut continuer là. Donc, d'accord. Bon, je veux annoncer simplement aux journalistes qu'il y a une liste qui tourne pour ceux qui ont envie de poser des questions après ou faire des témoignages ou suggestions. Merci. Donc, dans l'organisation pratique des sessions, nous avons eu 221 sessions thématiques qui ont été organisées pendant le forum, où il y a eu des discussions et des débats de très haut niveau. Nous avons eu 4 tables rondes, nous avons eu également 43 side events, nous avons eu 4 segments politiques
je reviendrai sur les segments politiques, il y a eu 26 panels de haut niveau où on a fait intervenir des éléments de décision, des décideurs dans le monde entier, mais des hauts décideurs. Nous avons 52 sessions spéciales sur des questions, des thèmes très spécifiques et 92 sessions ordinaires. Les 92 sessions ordinaires, c'est le produit des groupes de travail renforcés par l'intervention et les actions des groupes consultatifs. Vous pouvez aller plus loin là. Donc, le segment politique de haut niveau, c'est donc, comme vous voyez, c'est les chefs d'État, c'est le roi, l'empereur du Japon, plusieurs chefs d'État, parce que ceux qui avaient été invités par son Excellence le président de la République du Sénégal, Macky Sall, vous avez monsieur, son Excellence Denis Sassou Nguesso du Congo, vous avez le président de la République de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de l'Éthiopie, la vice-présidente de la Gambie, vous avez également eu la présidente de l'Union européenne, vous avez le directeur de la Banque africaine de développement, etc., et Loïc Fauchon, qui est le patron du Conseil mondial de l'eau, qui est l'entité propriétaire du Forum mondial de l'eau. Ensuite, toujours, c'est juste pour donner un peu le segment politique, il y a 4 éléments là-dedans. Il y a les ministres qui ont en charge la mise en œuvre des politiques dans leur pays. Vous avez les parlementaires qui votent les lois sur les questions de l'eau et de l'environnement de manière générale. Les autorités locales qui, au niveau de leur terroir ou de leur commune, s'occupent au jour le jour des questions de l'eau des populations. Et vous avez les organismes de bassin de par le monde qui étaient présents, qui ont, tout ce monde-là, tout ce beau monde a eu une session dédiée et pour laquelle on reviendra après sur les résultats. Allez-y. Donc, ça aussi, c'est les sessions thématiques. On a eu 4 sessions thématiques, 4 tables rondes. Nous avons 26 panels de haut niveau, 52 sessions spéciales, 92 sessions et 43 side events. Toujours dans la tenue du forum, nous avons eu des expositions, nous avons eu ce qu'on appelait le village de l'assainissement, où on a essayé de présenter l'assainissement dans le monde aujourd'hui, ce qui est fait. Nous avons eu l'espace Sénégal, où on a pu donner la chance au secteur sénégalais de l'eau de présenter un peu son savoir-faire. Nous avons eu le village de l'assainissement, et nous avons, qui a été essentiellement soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates, par le biais de Speak Up Africa. Et donc, nous avons également eu des exposants venant de 39 entreprises étrangères, 25 organisations et institutions internationales et des exposants nationaux de manière globale. Allez-y. Nous avons ce qu'on a appelé le parcours des réponses. Le parcours des réponses, c'est quoi? Pendant le forum, pendant la préparation du forum, nous avions lancé un certain nombre d'idées pour demander à ce que des gens qui ont des projets qui ont affaire à la question de l'eau de manière générale, que ce soit l'accès à l'eau, ou que ce soit un projet sur la mobilisation de la ressource en eau, ou que ce soit sur l'assainissement, ou que ce soit sur le traitement des eaux, puissent présenter des projets, et nous en avons choisi une trentaine. Au total, 100 projets ont été choisis et ont été labellisés par le forum, c'est-à-dire nous avons exposé ces projets à des bailleurs potentiels pour que les gens puissent également avoir des ressources pour financer leurs projets. Et nous avons présenté 30 de ces projets-là. Et la plupart des projets, je pense certains ont pu avoir des bailleurs qui étaient intéressés et qui ont dû, peut-être avec des promesses fermes, de financement par la suite. Donc ça, c'était le parcours des réponses, c'est quelque chose qui était très intéressant. Mais le forum a permis également de mettre en place ce qu'on appelait un espace jeune, où les jeunes du monde ont pu se rencontrer et discuter des questions de l'eau. Le rôle de la jeunesse, vous savez, comme qu'en Afrique, chez nous, bon, généralement, c'est les jeunes filles qui sont
qui ont la tâche, la corvée de l'eau de manière globale dans les villages, etc. Et qui fait que la plupart ne peuvent pas aller à l'école ou arrivent à l'école très tard. Et il y a une répercussion sur le côté éducation des jeunes filles. Vous savez également que dans les écoles, généralement, il n'y a pas de disposition pour les élèves, surtout pour les filles, en cas de menstruation, etc. Les toilettes ne sont pas adaptées, etc., etc. Toutes ces questions ont été débattues et discutées dans le village des jeunes et ça a été résumé dans un document de synthèse. Donc, OK, vous pouvez y aller. Donc, tout le travail qui a été fait, toutes ces discussions nous ont permis d'arriver à ce qu'on a appelé, d'avoir dans un premier temps, un Blue Deal. Un Blue Deal sur quoi? Un Blue Deal sur la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement. Parce que nous pensons et fermement pensons que l'Afrique, de manière globale, doit venir avec un package, un certain nombre d'éléments pour dire à la conférence des Nations Unies, voici ce dont nous avons besoin si nous voulons régler la question définitive de l'eau et de l'assainissement sur le continent. Pour ça, il y a eu une déclaration de Dakar qui a été adoptée par les chefs d'État et qui est vraiment, c'est le déroulement de cette déclaration-là qui donne en effet ce qu'on a appelé le Blue Deal. Et donc, c'est sorti en 2000, vous verrez, donc, c'est en 2022, il faut l'amener en 2023. Pourquoi? Dans le Blue Deal, il y a 5 axes, sorry. L'axe principal, le premier axe, c'est garantir le droit de l'eau, le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, qui est un droit reconnu par les Nations Unies depuis 2010. Donc, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. La deuxième partie, c'est garantir la ressource et la résilience. Nous avons des ressources qui sont limitées. Une ressource est dite limitée parce que nous ne pouvons pas la créer. Nous ne pouvons pas fabriquer de l'eau. Si on pouvait fabriquer de l'eau aujourd'hui, ben, on n'aurait pas eu de problème d'eau. L'autre aspect, c'est toujours sur la question de l'eau, c'est que quand vous regardez la planète, elle est bleue. Pourquoi on dit la planète bleue? Parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a que 3% de cette eau qui est douce. Okay? Et nous devons se la partager. Et dans une autre présentation, je vais vous montrer quelle est la répartition de l'eau dans le monde et quels sont les risques qu'on va avoir. Maintenant, si on doit garantir la sécurité, veiller à la sécurité de cette eau-là et développer une forme de résilience pour les populations, il faut pouvoir assurer des financements adéquats pour qu'on puisse avoir accès à l'eau pour répondre au premier point. Le quatrième point serait assurer une gouvernance. Il ne suffit pas justement d'avoir des ressources seulement, mais on a une ressource limitée. Il faut qu'on sache comment on la gère, comment s'entendre et renforcer la coopération parce que je vous ai dit tantôt, il y a 63 bassins africains qui sont partagés. Donc, il y a des conflits, même à l'intérieur d'un pays. Sur un petit bassin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle ceux qui sont en tête de vallée et ceux qui sont juste à la sortie, upstream, downstream. Ça, c'est exactement des questions. Vous avez des usagers qui sont en conflit permanent, vous avez les agriculteurs et les éleveurs, tout le monde a besoin de l'eau, par où il faut mettre les couloirs pour que les animaux puissent passer et avoir accès à la ressource en eau. Ça, ce sont des éléments sur lesquels nous avons discuté et tout ça se fait sur l'axe du Blue Deal. Oui, vous pouvez aller. Donc, le Blue Deal, il y a besoin de plans d'action. Donc, nous avons pensé qu'il faut 4 plans d'action. Au niveau ministériel, parce que c'est eux qui sont en charge de la mise en œuvre des politiques. Nous avons les parlementaires qui vont voter les lois pour tout le monde. Ils ont aussi un plan d'action. Les élus locaux pour répondre aux besoins des populations de leurs concitoyens avec qui ils vivent dans leur terroir, dans leur commune, etc. Mais aussi les organismes de bassin. Parce que c'est là où il y a la plus grande réserve d'eau et nous devons... You lost it, huh?
Donc, en gros, vous avez pour chacun de ces segments qu'on appelle des segments politiques, des plans d'action qui ont été développés et ces plans d'action se retrouvent dans le Blue Deal. Maintenant, on va aller, vas-y, plus loin. Donc, il faut renforcer. Il y a les jeunes, comme je vous ai dit, qui sont la génération à porter les questions de développement que nous vivons aujourd'hui. C'est eux, ça va leur revenir très bientôt. Il faut que ces jeunes soient prêts, sachent de quoi on parle. Et je pense que la réalité est que les jeunes qui ont participé au forum ont pu développer des synergies entre eux, ont pu visualiser ce que les gens veulent faire et ont annoncé dans une déclaration très pertinente comment renforcer l'inclusion de ces jeunes en tant que conseillers au sein de leur gouvernement sur les questions de l'eau. Parce que comme tantôt je vous ai dit, les filles ont les tâches des corvées d'eau de manière globale partout en milieu rural en Afrique. Est-ce qu'elles ont une voix au chapitre? C'est les femmes dans nos foyers qui s'occupent pour la plupart du temps des questions d'eau. Est-ce qu'elles ont voix au chapitre? Il faut créer des emplois, créer des opportunités d'emploi rémunérés des jeunes pour le changement. Parce que moi, je pense que dans l'eau, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail qui peut être fait, mais malheureusement, les messages ne passent pas. Et je pense que vous, en tant que journaliste, votre rôle, c'est de faire comprendre cela. Il y a beaucoup de métiers de l'eau. Nous n'en avons pas assez. Nous n'en avons pas. Certes, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent de la question de l'eau, mais qui n'y connaissent absolument rien. Absolument rien. Ils passent toujours à côté de la plaque. Donc, il est grandement temps de former les gens sur les questions de l'eau, sur les métiers de l'eau, pour qu'on sorte de cette nuit noire dans laquelle nous sommes sur les questions de l'eau. Il suffit qu'il pleuve un peu quelque part ici, vous voyez la catastrophe partout, tout le monde en parle. On va parler de motopompe, on va parler de ceci. Et si tu demandes à quelqu'un comment on choisit une motopompe, il ne saurait pas te le dire. On ne choisit pas une motopompe parce qu'on se présente dans un magasin qui vend des pompes et dire j'ai besoin de cette pompe-là. Non, il faut savoir comment se servir d'une motopompe d'abord. Et il faut savoir ce dont on a besoin, le problème qu'on veut régler, et quel type de motopompe, et quelle puissance de motopompe, et quel rendement de pompage, et quelle durée de pompage, et quelle consommation d'énergie pour cela. Donc, il faut former les gens dans ce domaine. Il faut vraiment appuyer, et je considère que c'est ça le plus important, les jeunes à comprendre cela et à intervenir pour le bien de tout le monde sur les questions de l'eau. Vous pouvez aller, je vais boucler bientôt. Donc, on va aller sur les perspectives. Donc, l'une des perspectives, comment mettre la mise en œuvre du Blue Deal, donc par les segments politiques, reprendre tout ce qui a été décidé dans les segments politiques. Je crois qu'on est en train de travailler là-dedans. Il y a une synthèse d'ailleurs qui est déjà sortie, mais on va essayer de développer ça de manière scientifique pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour qu'il reste un legs de ce forum-là, qu'on puisse dire après le forum, voici ce qui est resté, voici ce qu'on peut faire, voici comment les gens qui ont participé, bon, dans 50 ans, les gens, il y a 50 ans, les gens avaient décidé ceci et cela. Maintenant, évaluons la pertinence de leurs décisions et comment changer le truc. Et vous êtes les gardiens du temps par rapport à ça. Le portage de la déclaration de Dakar, donc, dont le leadership est assuré par son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, la présentation des résultats du forum qui est en train d'être effectué dans les grandes rencontres sur les questions de l'eau. Il y a un panel de haut niveau qui est créé également, qui doit mobiliser des ressources, parce que nous avons estimé qu'il faut une mobilisation de 30 milliards de dollars US par an jusqu'en 2030, si vraiment nous voulons régler la question de l'eau au niveau planétaire. Donc, il faut nécessairement des financements lourds si on veut régler la question de l'eau dans le monde. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, on ne peut rien faire. Sans eau, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des maladies. Donc, il faut que les politiques essaient au moins de donner un clin d'œil à la question de l'eau et d'en faire leur... Donc, la perspective également, c'est la création du pôle eau de Dakar.
le pôle de Dakar est un think tank, c'est-à-dire un creuset de réflexion de scientifiques et de professionnels de l'eau pour répondre à des questions de l'eau. Ici, nous envisageons dans le cadre, nous avons produit dans le cadre du pôle de l'eau des ouvrages, des documents. Nous avons produit un livre qui est sorti sur eau et paix, où nous avons analysé toute la question de l'eau et de la paix en Afrique, les différents conflits dans les différents pays. C'est mis en vente sur Amazon. C'est ça. Pour ceux qui sont intéressés, je peux leur donner, je pense, d'ici la fin, ils pourront y accéder. Nous sommes assis, nous avons dit, on va faire un document pour lancer le pôle eau de Dakar, des collègues, et nous avons travaillé sur ça et nous avons essayé d'analyser les différents conflits liés à l'eau sur tout le continent et qui a été. Mais nous avons aussi pu participer par les biais avec toujours le pôle de l'eau sur le rapport mondial eau et paix qui avait été coordonné par les Geneva Water Hub. Et c'est l'occasion ici de remercier Geneva Water Hub pour avoir vraiment poussé à la création de ce pôle eau de Dakar. Et nous pensons que dans un futur proche, le pôle eau de Dakar, qui va prendre le relais du secrétariat exécutif du Forum mondial de l'eau, pourra porter le flambeau plus loin, organiser chaque année pendant la période qui correspond aux journées mondiales de l'eau qui est une date que tout le monde connaît, c'est le 21 mars de manière générale, organiser une semaine de l'eau où on va débattre et faire venir le monde et débattre, ne serait-ce la sous-région, pour discuter sur les questions de l'eau dans un agenda au bénéfice de notre communauté, au bénéfice de notre continent, au bénéfice de notre sous-région. Allez-y. Well, nous avons fini le forum en 2022. Nous avons passé le flambeau à nos amis d'Indonésie qui vont organiser le prochain forum en 2024 dans un site paradisiaque, Bali, qui est une petite île formidable. Pour ceux d'entre vous qui auront l'occasion d'y aller, iront dans un endroit formidable, un bel endroit, et vous aurez la chance de rencontrer de grandes personnalités de ce monde qui vont discuter des questions de l'eau. Et en ce moment-là également, on verra l'étape qui a été parcourue depuis le Forum mondial de l'eau, en passant par les Bonn Water Dialogue, parce qu'il y aura en 2003 les Bonn Water Dialogue, les dialogues de Bonn sur la question de l'eau. Il y aura également le sommet des Nations Unies, comme l'a dit Tobias, 50 ans après Mar del Plata, sur la question de l'eau, c'est en 2023, et en 2024, tout cela sera mis sur la table à Bali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Boubacar Bari. Je pense que cet exposé n'est rien d'autre qu'un avant-goût, puisque M. Bari sera avec nous tout au long de cet atelier. Donc, à travers son exposé, Dr Bari est revenu sur le forum de Dakar, dont l'ambition du Sénégal et du Conseil mondial de l'eau était d'apporter des réponses concrètes aux problématiques d'accès à l'eau et à l'assainissement partout et pour tout le monde. L'ambition aussi, c'était d'engager tous les décideurs et acteurs autour d'une action collaborative pour accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et enfin, connecter le forum aux grands agendas et engagements internationaux, notamment les ODD, l'accord de Sendai sur les risques et catastrophes naturelles, l'accord de Paris sur le climat, l'agenda 2023 de l'Afrique et le plan Sénégal émergent. Je pense que 5 priorités ont été élaborées, 4 priorités. Et je pense qu'il l'a rappelé, le forum de Dakar a enregistré une participation record avec 800 participants, 8000 participants, et tout cela a abouti à ce qu'on appelle un Blue Deal, avec 5 axes, dont le premier axe est garantir l'accès à l'eau, le deuxième axe, garantir la sécurité de la ressource et la résilience, assurer le financement adéquat
assurer une gouvernance, renforcer la coopération. Je pense qu'il y a aussi 4 plans d'action pour opérationnaliser ce qu'on appelle le Blue Deal de Dakar. Il a invité les jeunes, surtout les journalistes, à s'intéresser davantage au métier de l'eau. Et tout ça pour réaliser les ambitions, il faut de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Donc, cela nécessite un investissement de 30 millions de dollars par an, 30 millions de dollars, milliards de dollars par an jusqu'en 2023. Je pense que jusqu'en 2030, je pense que ça c'est beaucoup d'argent aussi. Hein. Avant lui, Tobias, il est revenu sur la diplomatie de l'eau. L'eau peut être source de conflit. On parle de zones hydro-conflictuelles. Bien de fleuves et des rivières constituent des frontières étatiques. Dr Barry l'a rappelé, 63 bassins sont partagés. Certains grands fleuves traversent un grand nombre d'États. Je peux citer le Nil, le Niger, le Colorado, etc., etc. Ça, c'est un terrain fertile au conflit. L'eau aussi peut être un vecteur de paix et de diplomatie. On a l'exemple de l'OMS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc, un certain nombre d'États se sont regroupés pour exploiter de manière intelligente la ressource eau. Tobias est aussi revenu sur des conférences et les conventions dont le but était de protéger les cours d'eau et de rationaliser l'utilisation de l'eau. Je pense qu'on peut maintenant ouvrir le débat, puisque l'atelier aussi, on le veut interactif. Je pense qu'il y a des gens qui se sont déjà inscrits sur la liste. Nous avons pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 intervenants. Je pense que, voilà, au fur et à mesure, d'autres vont s'inscrire, mais on va d'abord commencer par cette liste-là. Oui, oui, présentez votre organe, votre pays d'origine. Vous pouvez poser des questions aussi bien à Tobias et Dr Boubacar Bari sont là pour répondre aux questions. On commence par Dadji Edem. Il n'y a pas de micro. Ok, d'accord. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers experts sur les questions de l'eau, chers collègues. Je suis Edem Dadji. Je suis journaliste du journal Togo Matin à Lomé. Je suis aussi administrateur du site d'information lepapyrus.info. Alors, j'ai 2 questions. Une question pour Dr Tobias et l'autre pour le Dr Barry. Première question, le Dr Barry a dit que l'eau peut être un outil de promotion de la paix, de coopération et de sécurité. Sauf que lorsqu'on observe sur le terrain ce qui se passe, c'est que on a plus de conflits. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à utiliser l'eau comme vecteur de paix, de coopération et de sécurité? Comment peut-on y arriver? Quels sont les moyens pour parvenir à cet idéal? Parce que ce qui se passe, la plupart du temps, ce sont les conflits qu'on observe. La deuxième question pour le Dr Barry. Alors, le forum de Dakar visait à offrir des réponses plus efficaces sur les plans politiques, sociaux et économiques. Et nous avons remarqué que les efforts ont été faits pour changer les paradigmes par rapport aux résultats de ce forum. Maintenant, comment est-ce que, parce que nous observons par exemple le Sahel en Afrique, le Sahel souffre beaucoup. Quelles sont les réponses qu'on peut vraiment apporter dans l'urgence pour aider les zones comme le Sahel où la question de l'eau est vraiment très cruciale et où on observe vraiment des situations très déplorables, notamment
cas, le manque d'eau pour les humains, pour les animaux et l'agriculture. Donc, tout cela entraîne la famine, les maladies. Donc, voilà, comment est-ce qu'on compte mettre en œuvre en tout cas, les conclusions de ce forum au profit des populations les plus vulnérables. Et je mets l'accent sur les populations du Sahel, même si toutes les populations, hein, même dans mon pays, au Togo, pas à quelques kilomètres seulement de la capitale, il y a des problèmes d'eau. Mais oui, même dans la capitale. Mais nous savons qu'il y a des populations plus vulnérables, donc je mets l'accent également beaucoup sur les populations du Sahel. Merci. Je pense que vous allez répondre au fur et à mesure, ou bien on attend que tout le monde pose des questions. OK. Merci, Dadji. Donc, Amidou Traoré. C'est Amidou Traoré, je suis journaliste Burkina Faso. Je travaille pour le bimensuel d'événements, qui est un journal d'investigation et d'opinion, né suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Nos collaborateurs ont créé ce journal pour continuer un peu dans la dynamique. Alors, depuis 2014, je me suis intéressé à la question de l'environnement, particulièrement aux questions des ressources en eau. L'Université de Genève sur les ressources en eau partagées, surtout pour ce qui concerne l'aspect juridique. Voilà. J'ai continué aussi avec l'Université de Limoges, travailler sur les ressources, la protection des ressources en eau dans le système africain de protection des droits humains. Aujourd'hui, je continue en thèse en auscultant le régime juridique des ressources en eau transfrontalières en Afrique dans sa capacité à répondre aux questions de l'immigration clandestine et de prévenir les réfugiés climatiques. Voilà. Donc, je remercie vraiment Africa 21 et tous ses partenaires de m'avoir associé à cette formation. Là, je suis là en tant que journaliste et en même temps en tant qu'étudiant. Voilà, donc, j'espère pouvoir profiter doublement. Voilà. Alors, pour aller sur ma question, j'étais un peu distrait un temps. Je sautais parce que là aussi, c'est un papier sur les questions d'eau, les plantes envahissantes qui sont un problème crucial au Burkina Faso. Voilà, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, il fallait sortir pour donner des précisions au rédacteur en chef. Ma première question va s'adresser à Dr Barry. Je n'ai pas trop vu l'aspect juridique. Est-ce que l'aspect juridique a été abordé ou beaucoup abordé lors du forum de Dakar? Parce que j'ai ausculté un peu la réglementation sur le continent africain. Parce que si on dit que moi, si je chiffre quelqu'un, je peux partir en prison, ça c'est lorsque une loi le dit. Mais s'il y a un vide juridique, je peux chiffrer quelqu'un et que rien ne se passe. Au niveau micro, par exemple, au Burkina Faso, il y a des lois même qui manquent, par exemple, des décrets d'application. Donc, on peut polluer l'eau sans être poursuivi. Et malheureusement, nous avons des multinationales qui travaillent sur des questions minières. Je pense que j'ai eu 2 prix un peu sur ça, notamment sur la taxe de l'eau. C'est-à-dire qui pompent l'eau, mais qui refusent de payer parce qu'elles sont plus puissantes. Voilà. Il n'y a rien. Deuxième aspect, elles polluent, mais malheureusement, il n'y a pas de réglementation qui les contraint à réparer ce qui est, comment on appelle, elles polluent. Au plan continental, vous avez cité effectivement la vision africaine 2025, que j'ai lu, que je trouve très intéressante. Sauf qu'elle n'a pas une force contraignante. Bon, il y a d'autres, même sur les questions de pollution, la convention de Bamako, où beaucoup d'Africains, de pays africains, refusent, comment on appelle d'adhérer. Donc, du coup, quand on regarde un peu sur l'aspect juridique, c'est vrai qu'il y a une certaine volonté, mais qui n'est pas vraiment traduite et qui ne permet pas aux États d'agir conséquemment. Est-ce que le docteur pourrait nous dire que cet aspect-là pourrait être le forum de Dakar, surtout, j'étais content que vous avez parlé surtout de l'aspect suivi, de la mise en œuvre. Voilà. Est-ce que cet aspect-là trouvera une réponse?
Parce que moi, sincèrement, je vais mettre ça vraiment dans ma thèse. Hein. Voilà, ma dernière question, c'est à M. Tobias, qui a effectivement sur la question de l'eau. Effectivement, le docteur Barry est revenu encore sur ça, sur l'Éthiopie, le barrage qu'on appelle de Renaissance. Ça, c'est au niveau africain. Mais je pense qu'au niveau mondial aussi, ça peut se passer. Mais quand on regarde, Madame l'a évoqué, qui va garantir la paix sur les questions de l'eau? Parce que, bon, en Afrique, l'Union africaine ne semble pas ne pas être. J'ai l'impression que l'Union africaine ne fait rien sur ce conflit. Bon, au niveau continental aussi, je ne sais pas qui va garantir la paix sur les questions de l'eau. Surtout quand on voit que maintenant, sur les questions du pétrole, bon, un pays qui se sent puissant peut envahir l'autre pays. Est-ce que, surtout quand on prévoit que les prochaines guerres seront des guerres de l'eau, qui va garantir la paix sur l'eau? Merci. Merci beaucoup, Amidou. Fabi Kwasi. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité. Je suis Fabi Kwasi, je suis du Togo. Je suis journaliste. J'interviens sur une plateforme depuis quelques années, entre autres sur la plateforme Africa Blogging, qui rassemble un peu les confrères de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Et effectivement, les questions liées à l'environnement, au changement climatique, nous tiennent effectivement à cœur. Mais la question de l'eau en particulier revient avec acuité. Les uns et les autres l'ont dit, l'eau, c'est la vie. Et donc, cette thématique-là, qu'on le veuille ou non, va s'imposer à nous dans les années à venir. J'ai deux préoccupations sur le forum de Dakar. Je vois que c'est un travail colossal qui a été abattu parce que ce n'est pas évident d'avoir 8000 participants sur un rendez-vous. Mais en même temps, je ne dirais pas qu'il est prouvé, hein, mais plus ça rassemble du monde, plus l'impact n'est pas évident. Souvent, quand il y a foule, ce n'est pas évident d'avoir un impact assez concret. De mars à maintenant, il n'y a que 5 mois, on ne peut même pas parler de bilan, mais de façon concrète. C'est vrai, les chefs d'État, souvent, ils animent les chrysanthèmes, ils sont là pour donner une certaine autorité à l'événement. Mais ceux qui travaillent, je vais dire, c'est le bas peuple, c'est les associations, c'est les acteurs du domaine. Quel est l'impact réel de ce forum-là en ce temps T? Est-ce que l'équipe est prête pour le rendez-vous de New York avec les résultats tangibles? Parce que mars 2023, c'est déjà là. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est à nous tous cette question-là. Est-ce que, je ne sais pas si j'arriverai même à la formuler telle que je la conçois, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les gouvernants, les Nations Unies sont beaucoup plus en avance en termes de décision, cruciales vis-à-vis des peuples? Parce que la question de l'eau, je pense que le docteur Barry l'a dit tout à l'heure, beaucoup se proclament experts en eau, mais ne s'y connaissent pas. Et ça, c'est ceux qui s'intéressent encore à la question, ça. Ceux qui ne s'y intéressent pas sont complètement, ils sont bleus, ils ne comprennent pas. Et pourtant, c'est des acteurs qui peuvent être utiles à la cause. Mais là, on est déjà à l'horizon 2030, on a pris des résolutions. C'est comme si c'est un grand train qui avance et qui laisse les peuples sur le trottoir ou sur le tarmac. Comment faire en sorte que ce gap entre les instances internationales, sous-régionales et même les instances étatiques puissent aller au rythme des populations qui sont les premières concernées par cette thématique-là. Bon, je ne sais pas hein, s'il y a des spécialistes, des journalistes qui sont spécialistes de l'eau dans la salle, mais c'est un gap qui est de plus en plus ressenti, en tout cas notamment sur cette thématique-là,
Parce qu'il ne sert à rien de prendre des résolutions et le peuple qui est concerné ne sait même pas que les gens se retrouvent à New York pour décider pour eux. C'est quand même une préoccupation, j'estime, à mon sens. Je peux me tromper, mais voilà. Merci. Merci beaucoup, Fabi. Corneille, ici. Corneille Aïssé, bonjour à tous. Je suis journaliste, correspondant de la chaîne panafricaine Africa World Radio au Bénin. Africa World Radio, c'est une chaîne panafricaine qui est basée à Washington. Je crois qu'il y a certaines préoccupations prises en compte par mes prédécesseurs, mais je voudrais quand même insister sur une qui me paraît assez bien préoccupante, parce que les agendas internationaux restent ce qu'ils sont. Les pays prennent des accords ou prennent des engagements, mais la suite, c'est quoi? Lorsque vous allez sur le terrain, on constate que les réalités sont autres. Quand je prends par exemple le Forum mondial sur l'eau, il y a une forte mobilisation. Quand vous prenez les grands rendez-vous sur le climat, par exemple, il y a de fortes mobilisations. Mais la réalité reste autre chose en ce qui concerne la mise en application de ces recommandations. Si vous prenez l'accord de Paris, ça s'ouvre toujours en matière de mise en application, le respect des engagements pris par les pays, surtout pour ce qui est de l'élimination des gaz à effet de serre, par exemple. Alors, ma question est de savoir, par rapport à ce forum, le Blue Deal, qu'est-ce que le forum attend de chaque pays, surtout en Afrique, en matière de suivi, de mise en application, en œuvre des recommandations? Qu'est-ce qui revient à chaque pays? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives ou une certaine façon de contraindre un peu les États à pouvoir respecter les engagements? C'est ma question. Merci beaucoup. Je pense que pour le moment, Dr. Barry et Tobias vont répondre à ces 4 questions et on va poursuivre la liste après, avant qu'ils ne se perdent. Merci beaucoup. Dr. Barry, vous avez la parole. Merci pour les questions qui sont très intéressantes. Je vais essayer de répondre très rapidement. Il y a d'abord la première réflexion qui avait été faite par le premier intervenant aux sources de paix, de coopération et de sécurité. Je crois que Tobias donnera un aspect. Ce que je veux dire par là, juste, c'est qu'effectivement, si on arrive, il faut connaître que l'eau a une valeur économique très importante. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture si vous n'avez pas d'eau. C'est quasiment impossible. L'agriculture dans notre pays, c'est le moteur du développement économique par essence. Vous ne pouvez pas faire une exploitation minière si vous n'avez pas de ressources. C'est le cas au Burkina, que je connais très bien, pour y avoir séjourné et vécu pendant presque une dizaine d'années. Donc, on utilise, même pour avoir une cimenterie, on utilise de très grandes quantités d'eau pour la fabrication. Dans les industries, nos populations augmentent, la demande en eau augmente, on a des problèmes de satisfaction. Donc maintenant, la question de comment peut-on régler le conflit autour de l'eau, il y en a toujours. Quelle que soit la source d'eau chez nous, que ce soit même au puits, autour du puits, il y a des conflits sur les usages. Il y a des conflits d'usage aussi. Quel usage il faut privilégier par l'autre? Vous me direz très rapidement, il faut peut-être privilégier l'usage domestique. Mais que représente l'usage domestique dans le grand ensemble? Je vous donne l'information. Il n'y a pas de maximum 7%. Le gros de l'eau est utilisé par l'agriculture. 70 à 80% de la ressource est utilisée par l'agriculture. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit économiquement rentable, qui puisse nous sortir de la pauvreté.
l'agriculture est le premier employé dans le pays. Je ne parle pas, généralement, les gens, quand ils disent le premier employé, ils pensent à la fonction publique de manière générale. Il y a combien de personnes qui sont dans l'agriculture, tout le monde et tout ça. Ils attendent les pluies pour travailler. Et donc, l'eau est un facteur de développement essentiel. Donc, si aujourd'hui on dit qu'il faut qu'on coupe une partie de l'eau qui est décernée à l'agriculture pour autre chose, les mines, c'est généralement 2-3%, c'est pas beaucoup sur le continent, mais c'est des gros pollueurs, de manière générale. C'est des gros pollueurs et c'est ça la question fondamentale. Quand vous avez, chaque pays a une ressource en eau renouvelable. Il faut mettre des guillemets quand on dit renouvelable. C'est la quantité de précipitations qui tombe dans ce pays-là. Okay? Quand vous mettez 10 mm d'eau sur un hectare, ça fait 100 mètres. Okay? Donc, quand vous avez la superficie d'un pays et vous avez une pluviométrie moyenne des temps, vous dites j'ai tant d'eau qui soit renouvelable. Si vous prenez l'exemple du Burkina, le Burkina il a un relief qui est comme une assiette de soupe renversée. Okay. C'est l'exemple que je donne. Au centre, c'est le plateau Moussi et tout le reste, c'est les versants. Il n'y a aucune eau qui reste au Burkina. En temps normal, l'eau tombe au Burkina et va dans des bassins. La Comoré, la Volta, ou bien va dans le Niger. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est un pays aride, c'est un pays sec. Donc, on a besoin d'eau pour développer. Mais, quand un fleuve traverse un pays, le pays ne peut pas derechef dire j'arrête la ressource ici parce que moi j'en ai pas besoin. Non, c'est pas possible. Les autres vont prendre les armes et les gens vont se faire la guerre. Est-ce que ça vaut le coup? Alors qu'on peut s'asseoir ensemble et discuter et trouver un compromis. C'est pourquoi on dit qu'il faut mettre l'eau comme élément de paix. C'est l'eau au service de la paix et non la paix au service de l'eau. C'est ça ma définition de la chose. Comment l'eau peut être fédératrice des peuples et des populations. Parce que de tout le temps, si vous prenez n'importe quel fleuve transfrontalier, le plus bel exemple, c'est le fleuve Sénégal. Et c'est les mêmes peuples qui habitent de part et d'autre du fleuve, c'est les mêmes familles. Donc, on ne peut pas gérer la ressource sans tenir compte de cela, de ceux qui se partagent la ressource. Donc, c'est vraiment, il faut faire de l'eau un facteur essentiel de paix, un élément fédérateur pour le pays. Maintenant, dans le forum, on a parlé de réponses efficaces. Effectivement, qu'est-ce qu'on a voulu faire de nouveau dans ce forum-là? On a voulu éviter qu'on parle juste pour le plaisir de faire des rencontres internationales et de parler, comme entre nous scientifiques quand nous nous rencontrons, et chacun montre sa publication, ses trucs, ses résultats de recherche extra, et puis après, basta, on s'en tient à ça. Non, on a dit cette fois-ci, essayons de trouver des éléments qui peuvent servir immédiatement, ou quelles décisions il faut prendre le plus vite. Parce que le temps presse. 2030, c'est round the corner. Donc, il faut trouver des réponses précises. Et effectivement, dans le forum, on a essayé, tant bien que mal, de proposer des solutions très concrètes. C'est pourquoi l'investissement là a été mis en place. L'investissement dans le domaine de l'eau était laissé en rade partout. Nos pays, malheureusement, nous autres Africains, nous sommes très forts pour faire des promesses. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on s'était engagé, tous les pays africains s'étaient engagés à une déclaration, celle de Maputo, de mettre un certain pourcentage de leur budget dans l'agriculture. C'était 10%, je crois, si je ne m'abuse. Il y a combien de pays qui respectent ça aujourd'hui? S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de quoi manger. Je crois que il y a une autre présentation qui va venir dans laquelle je vais aborder cette question-là. Donc, ça c'est un des éléments. C'est-à-dire, souvent, nous ne respectons pas nos engagements. Mais cette fois-ci, en amenant les décideurs sur place et en leur disant, voici la situation pas reluisante,
qui se passe. Nous avons pris des engagements en 2015. Le monde entier a pris les engagements qu'en 2030, on va atteindre les ODD et nous sommes loin, très loin de l'atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer? Et ça, c'est les financements. Ça, c'est les réformes politiques que les pays doivent prendre en compte. Et ça, ce sont des éléments qui sont sortis, des réflexions qui ont eu lieu. Maintenant, il ne faut pas mettre des mesures coercitives à un pays. C'est juste une façon de dialogue et de tenir ses promesses vis-à-vis de ses populations. Donc, sur le Sahel n'est pas... Vous savez, le Sahel, c'est vrai que c'est une zone très sèche, d'apparence, mais c'est une zone aussi qui repose sur des ressources en eau qui sont colossales, qui sont très importantes. Le problème, c'est qu'il faut comprendre la question de l'eau. Et c'est quand vous dites pénurie d'eau, dans nos pays, dans la plupart de nos pays, la pénurie d'eau n'est pas physique. Je m'explique. Il faut considérer qu'il y a deux types de pénurie. Il y a la pénurie physique, c'est quand la ressource est presque finie. C'est ce qu'on rencontre dans les pays du Maghreb, en Afrique du Nord, où on a tellement pompé que les nappes se sont affaissées, il n'y a pratiquement plus d'eau. Nous, ce dont nous souffrons dans nos pays, la plupart des pays du Sahel, c'est une pénurie économique. La pénurie économique, c'est que nous n'avons pas les ressources suffisantes pour investir dans la mobilisation et la distribution de la ressource en eau. C'est pourquoi nous sommes venus avec des idées pour dire qu'il faut réinvestir sur les questions de l'eau, faire des infrastructures qui permettent de mobiliser et qui permettent la distribution de l'eau si nous voulons de l'eau pour tous. Mais aussi des investissements. Je vous donne juste quelques éléments parce que vous êtes des journalistes. Si vous consommez 10 litres d'eau, mais vous rejetez environ 8 litres d'eau, l'eau qui rentre et l'eau qui sort, c'est à peu près la même chose. Je vais accélérer le truc parce que les discussions sont intéressantes, mais bon, il ne faut pas que je monopolise la parole. Donc, voilà. Donc, on va vous consommer de l'eau, mais vous rejetez de l'eau. Et cette eau qui est rejetée, on la rejette comme ça dans la nature bêtement. Alors que nous pouvons la réutiliser dans un système qui nous permet de subvenir à nos besoins. Il faut réfléchir ça dans nos politiques de l'eau. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Et heureusement, vous autres journalistes, interrogez les différentes politiques qui existent. Vous avez une politique de l'environnement, vous avez une politique de l'eau, vous avez une politique agricole. Est-ce que ces politiques se parlent? Donc, vraiment, je vais m'en tenir là pour laisser, mais on peut discuter en aparté si vous voulez, parce qu'il y a des questions fondamentales à évoquer. Ouais. Je vais juste ajouter quelques commentaires à la réponse de Dr. Barry. Alors, tout d'abord, par rapport à l'eau comme vecteur de la paix, j'aimerais bien dire que ça fait déjà des décennies qu'on a traité l'eau comme un service assez gratuit qui nous a été approvisionné par l'environnement. On a construit des barrages, on pompe de l'eau souterraine sans vraiment se rendre compte de la valeur de cette eau et d'où ça vient. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une très grande valeur de l'eau qui est approvisionnée par l'environnement. Donc, la valeur des écosystèmes qui nous rendent ce service en eau doivent de plus en plus être respectés pour pouvoir faire en sorte que l'eau est gérée d'une façon durable. Donc, on a traité l'eau comme un bien gratuit et de plus en plus, il est important de gérer les montagnes, les châteaux d'eau
de gérer les zones humides qui purifient notre eau et de gérer les fleuves et les bassins, les aquifères souterrains d'une façon beaucoup plus efficace qu'on l'a fait avant. Donc, c'est surtout un travail d'efficacité et de rendre une valeur à l'environnement qu'on n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Après, la gestion d'un bassin, jusqu'à maintenant, on a géré de l'eau d'une façon, disons, politique. Ça veut dire qu'on le gère à partir d'une structure nationale, provinciale, municipale, dont les frontières ne se raccordent pas du tout avec la ressource environnementale ou bien les bassins versants. Ça veut dire qu'il faut justement, comme le bassin du Sénégal a très bien fait, que les pays se rendent compte que de le faire ensemble, ça a une beaucoup plus grande valeur que d'essayer de le faire d'une façon politique. Ça veut dire respecter de nouveau les structures environnementales et transmettre l'expertise vers la gestion des bassins versants. C'est une façon de faire très, très efficace. Après, il faut se rendre compte que l'eau est circulaire. Il y a un cycle d'eau et on le traite, comme l'a dit Dr Barry, on le traite, on utilise l'eau et on rejette l'eau d'une façon polluée, là où c'est très facile de traiter l'eau et de réutiliser cette eau. Et là, c'est une piste que le monde n'a pas encore trop abordée. Il y a des pays qui le tentent pour la première fois, mais le futur, c'est vraiment le futur d'une économie circulaire où on réutilise l'eau, on le purifie, et là, comme on a eu des millions d'années, l'eau sera toujours là pour tout, pour l'utiliser. Donc, c'est une transformation d'une économie linéaire à une économie circulaire. Moi, je dirais, par rapport à le Forum mondial de l'eau de Dakar, c'est vraiment un moment historique. On a achevé un Blue Deal qui est écrit déjà sur le papier. Maintenant, il faut le mettre en place. C'est pour la première fois qu'on a eu vraiment pas juste un discours comme l'a dit Dr Barry, qu'on produit des documents, qu'on annonce des engagements sans faire le suivi, mais c'était vraiment le forum des réponses. Et on a un papier qui déclare le Blue Deal. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Afrique passe la parole au prochain pays qui va prendre en charge la prochaine étape vers New York, mais est-ce que ce prochain pays a pris le Blue Deal en compte? Alors, il y a ce danger d'une perte d'histoire maintenant, après Dakar. Est-ce qu'on peut vraiment faire le suivi sur le Blue Deal et faire en sorte que le Blue Deal va nous apporter jusqu'à New York? Parce que c'est déjà sur le papier. Il faut juste mettre en sorte que ces engagements soient apportés par les bailleurs, par les banques internationales, par les États africains et tout ça, et qu'on n'a pas une perte d'histoire d'ici jusqu'à New York. C'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci Tobias. Il nous reste encore 5 intervenants. Je pense qu'on va donc de toute façon, Dr Barry et Tobias sont là. Ils auront le temps de répondre à toutes les questions. Donc, on va laisser. Il est en ligne depuis longtemps. Je pense qu'il va faire sa présentation. Voilà. So, Sultan, you're most welcome to present your presentation. Go ahead. Thank you very much, Tobias. Am I audible? Is okay? Absolutely audible.
Yeah, will somebody, okay. So will it be in French, the presentation, or translation will be in French? We are presenting the French version of the presentation for people to see here publicly. Okay, great. Thank you. Thank you very much. Dear participants of the workshop, dear journalists, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to present the outcomes of the second Dushanbe Water Action Decade Conference hosted by Government of Tajikistan on June this year, with in partnership with UN and other partners under patronage of the Honorable President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali Rahmon. And of course, it's a great pleasure also to present you the information about the preparatory process toward the UN 2023 Water Conference. Taking this opportunity, I would like to thank organizers of this workshop inviting me and giving this opportunity. So the conference in Dushanbe was basically the second one among the series of the conferences on Water Action Decade. The government of Tajikistan decided to host for provision of platform for UN member states and other stakeholders to discuss the achieved progress and the existing obstacles toward the objectives of the International Decade for Action Water for Sustainable Development. Basically, this series of conferences is well known as a Dushanbe Water Process. For the current information of the attendees, the International Decade for Action Water for Sustainable Development was initiated by Honorable President of the Republic of Tajikistan in 2015 during the 7th World Water Forum in Korea. So, yeah, please. Second slide, please. The Dushanbe conference was, no, the previous one, please. The Dushanbe conference was co-chaired by Prime Minister of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Fohir Rasulzoda, and His Excellency Mr. Liu Zhenmin, and the Secretary General on Economic and Social Affairs of the UN, Mr. Liu Zhenmin. The key objectives of this conference was sharing progress and constraints in the implementation of the goals and objectives of the Water Action Decade, and to catalyze, galvanize, and accelerate new pledged actions and partnerships to achieve SDG 6 and other water-related goals agreed on the international level, including those contained in the Sustainable Development Agenda 2030. And the review of the implementation of Water Action Decade itself, the progress which has been received so far, and of course the constraints we are facing and the world are facing in terms of the achievement of the SDG 6 and other water-related goals, including the goals of the decade. So the Dushanbe conference attracted a lot of attention also because it was mentioned as a milestone towards the UN 2023 Water Conference in the UNGA Resolution 75/212 about this midterm comprehensive review of the decade next March in New York. So the next slide. The conference was extremely well attended despite the COVID-19 crisis and other current challenges. While we expected around 1,500 participants, so the conference gathered more than 2,500 in person and 500 online participants from around 175 countries, official delegations from 75 member states, and around 50 delegations headed by ministers. So around 100 delegations from the international, regional, and different other organizations, including 30 delegations from UN entities and financial institutions. So next slide, please. How the Dushanbe conference was prepared, basically. We have the International Advisory Committee, which consists 30 eminent experts
from different angles of the world, including Africa. From Africa region, we had the representative of South Africa and Senegal. Mr. Abdullah Sene, Executive Secretary of the Nine World Water Forum, was also among the distinguished members of the advisory committee. And this committee basically prepared, supported the government of Tajikistan to prepare everything for this conference, starting from the development of the concept note and then the program, TORs, and many others, and finalizing this process with development of the Dushanbe Declaration, the outcome document of the Dushanbe Conference. So it means that the preparatory process and the conference itself was basically in very inclusive and participatory approach. And as you see in the slide, also the Dushanbe water process include, except the International Advisory Committee, also a number of other elements, including the National Organizing Committee, headed by Prime Minister of the Republic of Tajikistan, and also the Secretariat of the conference, which was hosted by Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. And also basically significant contribution to this process has been made by members of the Steering Committee of Group of Friends of Water in New York. And many of you know basically that there's a Group of Friends of Water at UN, which consists around basically 70 countries, and 16 among them, they are members of the International Steering Committee of this group. So, and basically this, all this, I mean, that very transparent and inclusive participatory approach, as well as action-oriented of the conference, basically, they served as a basis for the success of the Dushanbe conference. Next slide, please. So the conference program has been enriched with different sports and cultural events. Basically, the conference program included the plenary opening and closing, of course, of the plenary sessions, where the heads of delegations made statements saying about the basically achieved progress and the existing obstacles in the achievement of the objectives of the decade. But as well, we requested distinguished heads of delegation also to come to Dushanbe with new commitments, new pledges for actions and partnerships to achieve the objectives of the decade, to achieve SDG 6, and to make valuable input for the UN 2023 conference, basically. And the program of the conference, as I mentioned, has been enriched also with different sports and cultural events, including the global marathon, Run Blue. I think, you know, it was started exactly on the 22nd of March on the World Water Day, when all the world was in Senegal, including me. I was in Senegal, in Dakar, in those days, of course. And Mina Guli, the well-known world marathonist, she started her Run Blue in Australia. It's basically the Run Blue, it's a global run which will basically last 1 year. She started in Australia, then continued in Central Asia during the Dushanbe conference days. And she will, after Dushanbe, she went to Africa, by the way. And for the moment, nowadays, she's in Turkey. Running her marathon. So this global run will include 200 marathons globally in very extreme places of the world, and it will be ended 1 or 2 days before the UN 2023 conference in New York. So then Dushanbe has hosted also the wonderful water festival. It was really a good opportunity for the world community who came to Dushanbe to celebrate water. And we had the exhibition, excursion, and really all these events, including the Dushanbe conference, around the Dushanbe conference, they provide an opportunity to make the Dushanbe city the city of water celebration on those days. Indeed, these events greatly helped to raise the awareness about the water decade, about the Dushanbe water process, about the UN 2023 conference, and of course, provide an opportunity to exchange the best practices, expertise, and knowledge. So additional platform, next slide, has been given to
the major groups and the regions. We hosted basically a number of forums within the Dushanbe conference. In total, the 5 forums, including the Youth Forum, Women Forum, Indigenous People and Local Communities Forum, the Forum for Water and Mountains, and the regional forum was dedicated basically to Central Asia, which is basically the region where the Dushanbe conference had been organized. So, and it was a good opportunity for all this community, for all this major group, and for this kind of participants also to discuss the priority themes of the Dushanbe conference toward the UN 2023 conference from their perspective. Next slide, please. Dushanbe became a real milestone toward the UN 2023 conference. It was built on the outcomes of the Bonn Water Dialogue, which held basically July 2021 in Germany. It was online event basically. The 9 World Water Forum, of course, in Senegal made a valuable input in this process, and the 4th Asia Pacific Water Summit in Kumamoto in Japan. So the Dushanbe basically based on built on the outcomes of all these events, and became like a bridge between all these events and the UN 2023 Water Conference. And of course, all these inputs made valuable, all these events made the valuable input in the success of the Dushanbe conference, of course. So thus, the Dushanbe conference made a significant contribution to linking the chain of the regional global events with the 2023 conference. So Dushanbe also helped to raise the awareness about this historic event next year in New York, its importance, the opportunities and valuable input it could provide to make the real change. So the next slide, it's about the Dushanbe Declaration. So entitled From Dushanbe 2022 to New York 2023, as I mentioned, the UNGA resolution about the modalities of the UN 2023 conference, specifically in very separate paragraph mentioned that Dushanbe is a milestone, and we made basically all efforts to make real the good basis for the discussion in 2023 conference. So that's why the Dushanbe Declaration also included a number of messages to New York 2023. And this declaration was prepared in very inclusive manner. It was developed by the members of the advisory committee, shared among the UN member states in New York and other stakeholders through the different platforms. So we received basically more than 700 inputs from the around 100 partners to make the declaration substantive and impactful. So the declaration calls on the international community to unite efforts, take new commitments, catalyze and accelerate actions and partnerships to achieve the targeted goals. The important part of the Dushanbe Declaration is the key messages to New York, highlighting the importance of the New York conference to make the change. And the messages include some new ideas and initiatives, actions and partnership to be scaled up to make the impact. So development of the Water Action Agenda. The Water Action Agenda is basically the expected outcomes of the UN 2023 conference. So, and it was very widely discussed in the preparatory process of the Dushanbe conference, and very fortunately it was basically supported by the member states and different stakeholders. And nowadays, with our Dutch friends as co-chairs of the Dushanbe conference and our colleagues from UNDESA and UN Water, we are working on the content of this Water Action Agenda. So a number of other initiatives, including the establishment of global water and climate information services, development of the national water roadmaps or strategies, declaring the International Year of Glacier Preservation in 2025, development of water and climate youth development plan agenda. So these are among of those initiatives basically included in the Dushanbe Declaration. So the next slide, let me now to start with explanation about the 2023 conference, some brief information about the conference in the next slide, please. So the UN 2023 Water Conference, next slide, please.
Yeah. So some general information about this conference. As you know, this is we friendly name it the UN 2023 Water Conference, but exactly it's about the midterm comprehensive review of the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028. And in 2016, when UNGA adopted the resolution declaring 2018-2028 as the International Decade for Action Water for Sustainable Development. In 2018, there was a UNGA resolution about the hosting the midterm review conference for this decade in 2023. And then in 2020, it was basically adopted the UNGA resolution about the modalities of this conference. So, Sultan, we cannot hear you very well. now it's fine. We can hear you now. Thank you. Yeah, I think there was a disconnection. I don't know whether it is from my side, but could you please start the presentation because it's not in my screen now. So the conference will be the second in the history of the UN. That's why it is very important, basically. The previous one, please. This will be the first such a conference was organized in 1977 in Mar del Plata. That's why basically the expectation high due to the resolution of the UNGA. Tajikistan and the Netherlands will be co-hosting this important global gathering, and of course, as co-hosts, we are striving to make it a historic event, not only in terms of the time dimension, but in terms of its impacts and the results. This is basically a good opportunity for all of us to review and assess the achieved progress and the gaps we face in the implementation of these goals, and to strengthen cooperation, partnership to catalyze and accelerate actions toward achieving the internationally agreed water-related goals and targets. So in the next slide, please, as you see, there is a website of this conference in the previous slide, so you can visit the website of the conference and to see, to find basically all needed information. So UNDESA will be playing the role of the secretariat with the support of the UN Water for this conference. And on May last year, there was a decision of the Secretary General of the UN about the appointment of the Undersecretary General for Social and Economic Affairs as Secretary General of the conference. So, as I mentioned, Tajikistan and the Netherlands will be co-chairing this conference. So we started our work basically 1 year ago, 1.5 even. So we developed the concept note, the vision statement, the roadmap, stakeholder engagement plan and strategy. We use a platform of different events, including the 9 World Water Forum in Senegal, the COP26 in Glasgow, the Group of Friends of Water meetings in New York, and the platforms of the UN in Geneva and in New York for briefing. So we organized many events, and of course Dushanbe conference was among the key events in this process to prepare this historical gathering next year.
So as you see, the vision statement for the UN 2023 conference is basically very visibly showing how the process is going. And there are three main principles for the preparatory process. And we are trying also to keep it for the conference itself. It is about the inclusivity, it is about the cross-sectorality, and the action-oriented process. So we are trying to make this process very inclusive, participatory, and also it should be water cross-sectoral, because all the sectors should be involved in the process, because since the water has a nature of the cross-sectoral and involved basically in all this process and help basically to achieve many SDGs. And the most important one is action-oriented, since without actions it will be impossible to achieve the goals. You know that the analysis show that with current efforts we are not able to achieve SDG 6. So if 2-3 years ago we were talking about the doubling our efforts, now we are talking about the increasing of our efforts by 4 times, to quadruple our efforts to achieve SDG 6 by 2030. So, and that's why, of course, we are trying as co-chairs to involve in this process different sectors, different regions, different major groups, and etc. And the mass media, you, distinguished journalists, are most welcome to be part of this process during the preparation and during the conference itself. When I was talking about these 3 principles for the preparatory process, as I mentioned also that this is a 3 main principle for the conference itself too, and how all these, I mean, the principles will be achievable in the conference too. So the conference program for this includes the plenary sessions. We will be organizing, there will be organized 6 plenary sessions where the member states will have a space to make their statements. The relevant stakeholders will be invited to make their statements also. There will be 5 interactive dialogues. So recently in New York, we basically, based on the consultation organized by UNDESA among the member states and stakeholders, we prepared the very preliminary 5 themes for this interactive dialogues. It was shared at UN level. So we are expecting that by the end of August and the beginning of September, we will be able to receive the feedbacks from the different partners. And then all the themes for these interactive dialogues will be finalized during the one-day PGA meeting to be organized on 25th of October now in New York. And then we will start basically working with regarding the content of these dialogues. So, and in line with this official part, of course, there will be an opportunity for different partners to organize special events, side events, and we are trying also to include the cultural elements and some others to make really this 3 days conference from 22 to 24 a big gathering of the world community. And we are trying also to make it not for the 3-day conference, 3 days conference, but to make it the water week, let's say, in New York, the week where the world will come together towards one thing, towards water. So in the next slide, it's a roadmap. So as I mentioned, we prepared the roadmap from the resolution when the resolution was adopted on December 2020 until 2023 itself. So you will see also all these key basically events on the roads towards 2023 conference. But when we are talking about the 2023 conference, it's not only about all this process until 2023, because our understanding that many things will start in 2023. So the world should come in 2023 conference with new commitments, with new ideas about how to achieve SDG 6, how to achieve the other water-related goals until 2030, but even more, because we will not stop it in 2030, of course. There will be the new global strategy or program to be achieved. And from our point of understanding, the water will still play a key role to achieve those goals after 2030. So now the few words about the Water Action Agenda in the next slide. So as I mentioned in Dushanbe, we launched basically this process, Water Action Agenda. It's expected outcome of the 2023 conference, and it is already launched in the website of the conference. Next slide, please.
so our idea that the member states, the financial institutions, UN entities, international organizations, regional organizations, civil society, everybody who will come to New York will come with commitment for new actions, for new partnerships to achieve the goals and objectives, not only SDG 6 or Water Decade, but throughout the, all those goals and objectives agreed on the international level, including Paris Agreement, including the Sendai Framework, and etc. So, and all these actions from our point of view should be registered in the Water Action Agenda. As I mentioned, this Water Action Agenda is already launched in the website of the conference. So the partners are invited now to come and to register their commitments in this basically platform. So, and of course, it will be voluntary, since the outcomes of the 2023 conference will be not negotiated document. It is basically an idea or initiative of the co-chairs. Since this conference will be historical, this will be only second water dedicated conference of the UN. We are expecting, and we would like to make it really impactful for the world community. So, and then our idea basically to present here a set of voluntary commitments and to scale up and replicate that actions and plays and activities which worked so far, and discontinue or change what didn't work so far, and also to innovate what needs to be improved. And most importantly, I think, especially for Africa region, for the least developed countries and developing countries, about the funding, financial resources from different sources to support this kind of countries to come to New York with such a commitments and towards to achieve SDG 6 and other water-related goals. So, and in the next slide, I would like just to show that I talked a lot maybe about that Tajikistan and the Netherlands will be co-chairing this conference. And our collaborative work basically showed that together we can do many things, basically. We call this partnership basically as a from source to sea, since Tajikistan and the Netherlands, it's absolutely two different countries with nature, with culture. Tajikistan, so one developed, another developing country, so upstream and downstream country. And then we did our best basically to come together for the world for one thing, for water. I think that this is a good example to show how basically water can connect and unite us. So our call for you, it's let's be united towards the 2023 conference and to make it the watershed moment for the world. And I hope that the spirit we had in Dakar, the spirit we had in Kumamoto, the spirit we had in Dushanbe, and then after in Portugal, in Lisbon, will bless us to have a success in New York. So let's join our hands in this big way. Thank you very much for. Merci beaucoup, M. Sultan Rahim Zoda. Je rappelle que M. Rahim Zoda est envoyé spécial sur l'eau du président du Tadjikistan. Il faisait le résumé de la deuxième conférence internationale de la décennie pour l'action intitulée L'eau pour le développement durable. Donc, il s'agissait de faire la revue à mi-parcours de la mise en œuvre des actions de la décennie, donc, qui est un événement préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Donc, cette conférence a abouti sur la déclaration de Dushanbe, comme il l'a dit, qui a permis d'identifier des actions concrètes pour atteindre les objectifs de la décennie d'action pour l'eau, ainsi que des messages clés pour la conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra en 2023 à New York.